Une transaction risquée a scellé un destin qu'aucun contrat ne pouvait défaire. Bienvenue dans Dossier Mystère, je suis votre animateur Étienne. Dites-moi d'où vous nous regardez. Vos commentaires suscitent toujours de nouvelles connexions ici. Plongeons-nous dans le vif du sujet. La fête d'été à St. Mary Mead était toujours le point culminant de la saison. Une affaire parfaitement organisée où les confitures de fraises rivalisaient avec les pulls tricotés. Et l'épouse du vicaire présidait la tombola avec une bienveillance qui masquait l'œil acéré de quiconque tentait de dérober un billet supplémentaire. Le verre au centre du village avait été transformé avec des banderoles, des étals et des tables chargées de pâtisseries. Les enfants couraient partout avec des visages tachés de confiture, tandis que les adultes, convenablement vêtus de chapeaux et de chaussures adaptées, discutaient et se félicitaient d'un autre splendide rassemblement. Miss Marple, vêtue d'une modeste robe à fleurs et d'un chapeau de paille à large bord, se promenait à travers les festivités avec l'air de quelqu'un qui trouvait une fascination égale dans un lot de scones et dans le tic révélateur du sourcil d'un voisin. Elle venait d'acheter un pot de crème au citron primé de Madame Lumley lorsqu'une agitation soudaine et haletante s'est propagée dans la foule. Il provenait de la tente de vente aux enchères où M. Gerald Frobisher, un agent de change récemment, retraité qui avait déménagé dans le village 2 ans auparavant, s'était porté volontaire pour diriger la vente aux enchères caritatives. Les gens se précipitaient vers le désordre, le visage tendu par la curiosité. Au début, on a supposé que M. Frobisher avait souffert d'un de ces problèmes de santé mineurs si courants chez les hommes de son âge et de son teint. Un évanouissement, peut-être. Une touche de coup de chaleur. Mais les murmures s'assombrirent lorsqu'on aperçut le docteur Hayward se dirigeant rapidement vers la tente, la bouche serrée. Madame Price Ridley, toujours un baromètre fiable des scandales, laissa échapper un cri de scandale lorsqu'elle aperçut quelque chose derrière le rabat de la tente. Miss Marple, se déplaçant avec une lenteur trompeuse, s'approcha juste assez pour entendre les paroles basses et urgentes échangées entre le docteur Hayward et l'agent Hobbs. Monsieur Frobisher était mort. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande. La fête s'est arrêtée maladroitement, et en boitant, les villageois échangeant des chuchotements scandalisés autour d'assiettes d'éponges Victoria à moitié mangées. Les enfants furent rapidement ramenés à la maison. Le groupe cessa sa musique joyeuse et l'odeur de l'herbe broyée et des pâtisseries réchauffées par le soleil flottaient dans l'air avec inquiétude. « Des causes naturelles, vous pensez ?» murmura Madame Bantry, en se rapprochant de Miss Marple avec la désinvolture déterminée de quelqu'un qui en doutait déjà beaucoup. Miss Marple, qui connaissait St. Mary Mead depuis assez longtemps pour reconnaître que peu de choses ici étaient aussi simples qu'elles le paraissaient, pencha la tête d'un air pensif. Monsieur Frobisher était un homme robuste, au visage rougeau, et qui aimait se vanter de ses jours en ville, où les fortunes étaient faites et perdues sur un coup de tête. Mais récemment, se souvient-elle, il y avait eu des discussions, modérées, spéculatives, sur des affaires qui avaient mal tourné, sur des désaccords avec des commerçants locaux, et même sur une dispute particulièrement désagréable avec le jeune Peter Colson, l'ambitieux avocat du village. Sans aucun doute, dit doucement Miss Marple, le docteur Hayward tirera ses conclusions en temps voulu. Elle tapota légèrement le manche de son parasol contre sa paume. Mais j'ai découvert, chère Madame Bantry, que la mort, comme la confiture, a le don de révéler les imperfections autrement cachées sous une surface parfaitement lisse. Alors que les villageois remplissaient leurs étals avec des regards nerveux vers la tente des enchères silencieuses, l'agent Hobbs a fait semblant de la fermer avec un morceau de corde et une pancarte griffonnée à la hâte. Fermée jusqu'à ch. Nouvel ordre. Mais déjà les graines de la spéculation germaient. Qui avait parlé pour la dernière fois à M. Frobisher? Était-ce Madame Bentham, tourmentée et furieuse du mauvais rendement des actions qu'il avait autrefois recommandées? À son mari? Ou était-ce cette étrange femme, Miss Gloria Nash, qui s'était accrochée au bras de Frobisher,
avec une intimité qui ne convenait guère à une femme aussi supposée indépendante. Miss Marple observa tout cela tranquillement, acceptant une tasse de thé tiède de la femme du vicaire et la remerciant avec un sourire poli. Elle n'était pas pressée. St. Mary Mead parlait, comme toujours, et au milieu des ragots, des querelles et des orgueils blessés, la vérité, simple, humaine et fatale, se montrerait. Elle sirota pensivement son thé, ses yeux bleus perçants se posèrent brièvement sur la tente de vente aux enchères, puis se détournèrent comme si elle s'était complètement désintéressée. Le jeu, Miss Marple le savait, ne faisait que commencer. Bien sûr, on continue sans problème. Le lendemain matin, St. Mary Mead était une ruche de spéculation bourdonnante. Les nouvelles allaient plus vite que les sens dans le village, et la mort subite de Gerald Frobisher avait fourni au commerce plus de nourriture qu'une douzaine de fêtes réunies. Madame Price Ridley fut la première à faire passer le message au bureau de poste, déclarant sur un ton d'autorité juste qu'il s'agissait très certainement d'un poison, citant la curieuse teinte du teint de Frobisher lorsqu'il fut retrouvé. « Bleu comme un bleuet, ma chère », a-t-elle insisté auprès de toute personne à portée de voix, même si personne ne pouvait vraiment vérifier si elle avait vu le corps elle-même. Au Green Swan, le seul pub à des kilomètres à la ronde, la discussion était moins distinguée. Monsieur Tom Sims, le boucher, déclara autour d'une pinte de bitter que Frobisher avait des ennemis, et pas seulement parmi les commerçants du village. Un homme comme ça qui fait des promesses sur les investissements et qui s'enfuit ensuite avec ses économies, grommela-t-il en renversant son verre. Ça ne me surprendrait pas si quelqu'un décidait de régler les choses de façon permanente. Plusieurs têtes hochèrent la tête, certaines se souvenant de la plainte en larmes de Madame Bentham l'hiver dernier concernant les entreprises peu judicieuses de son mari. Pendant ce temps, dans les salons confortables et les jardins de High Street, des théories moins sinistres mais tout aussi tenaces étaient diffusées. Madame Lumley a suggéré que c'était une question de cœur, soulignant que Frobisher avait récemment été vu dîner un peu trop souvent avec Miss Gloria. Nash, une nouvelle venue au passé étrangement mystérieux. La veuve Masters, regardant par-dessus ses lunettes, faisait de sombres allusions aux dettes impayées et murmurait des conversations entendues à l'extérieur de la banque. Même l'épouse du vicaire, généralement d'une influence apaisante, a avoué à Miss Marple autour d'une tasse d'Earl Grey qu'il y avait eu des rumeurs sur la vie passée de Frobisher à Londres. « Ce n'est pas le genre de choses que l'on souhaite encourager, » dit-elle délicatement, « mais vous entendez certains clubs, certaines relations. » Elle laissa la phrase inachevée, permettant à Miss Marple de compléter sa pensée. Miss Marple elle-même écoutait avec un intérêt patient. Elle assistait à son cercle de tricot habituel du mardi après-midi, où Madame Bantry, Madame Price Ridley, Miss Hartnell et plusieurs autres spéculaient librement, ignorant, ou peut-être simplement, oubliant que leurs paroles informelles fournissaient plus d'indices qu'elles ne l'espéraient. Des schémas ont commencé à émerger, comme toujours, qui avaient des rancunes, qui avaient des secrets à protéger et qui avaient tout à gagner de la mort prématurée de M. Frobisher. L'agent Hobbs a fait sa part, visitant consciencieusement les foyers et rédigeant les déclarations avec sa grande écriture soignée. Mais les villageois, si disposés à parler entre eux, devenaient curieusement vagues face aux questions officielles. Il était bien plus facile de partager ses opinions dans le salon de Madame Bantry que sous le regard sincère et en sueur de Hobbs. La question du testament était également déjà en discussion, même si personne n'admettait en connaître le contenu. Le jeune Peter Colson, l'avocat, aurait rédigé une nouvelle version pour Frobisher 3 semaines auparavant. La rumeur courait que certains bénéficiaires pourraient être très surpris ou très déçus, selon le libellé de la loi. À travers tout cela, Miss Marple se déplaçait sereinement, observant les nerfs à vif des gens et la façon dont certains noms provoquaient de subtils changements dans la conversation. Elle remarqua comment Madame Lumley laissait tomber son tricot chaque fois que le nom de Miss Gloria Nash était évoqué, et comment M. Sims devenait visiblement mal à l'aise
lorsqu'ils discutaient des arrangements de la vente aux enchères. De minuscules choses, presque ridiculement petites, mais qui lui venaient à l'esprit comme des bavures sur une manche en laine. En fin d'après-midi, Miss Marple se dirigea tranquillement vers le bureau de poste. L'enquête officielle sur la mort de Frobisher venait tout juste de commencer, mais le jugement du village lui-même avait depuis longtemps été porté dans une douzaine de directions différentes. La maîtresse de poste, Miss Perkins, était inhabituellement troublée lorsque Miss Marple est arrivée, fouillant dans le carnet de timbres et marmonnant quelque chose à propos de « tant de lettres aujourd'hui, je ne peux pas imaginer pourquoi ». Miss Marple se contenta de sourire et sélectionna un carnet de timbres dont elle n'avait pas besoin, engageant une conversation agréable, tout en notant les lettres scellées à la hâte et marquées pour les adresses de Londres. Apparemment, tout le monde avait quelque chose à dire, ou quelque chose à cacher. Alors que le soleil se couchait derrière le clocher de l'église, le village s'installa dans un silence inquiet. Les rideaux ont été tirés plus tôt que d'habitude. Les portes étaient verrouillées avec plus de soin, et derrière les fenêtres bordées de dentelles, les habitants de St. Mary Mead chuchotaient, devinaient et s'inquiétaient. S'agissait-il d'un accident, d'une soudaine crise cardiaque comme le médecin le suggérait maintenant prudemment, ou quelqu'un à la fête ce jour-là, au cœur de leur paisible petit village, avait-il commis un meurtre de sang-froid? Miss Marple, rentrant chez elle dans son salon soigné et son chat endormi près de la cheminée, réfléchit elle-même à la question. Non pas avec peur, mais avec la certitude aiguë d'un esprit qui a vu trop de fragilité humaine pour être surpris. La réponse était là, elle en était sûre. Tout ce qu'elle avait à faire était d'écouter et d'attendre. Le lendemain matin, alors que le village bourdonnait toujours comme une ruche dérangée, Miss Marple commença sa tranquille collecte de faits. Pas par des questions directes, bien sûr. Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas insister. À St. Mary Mead, la suspicion a fermé les portes plus hermétiquement que n'importe quelle serrure. Non. Elle préférait rester à la périphérie des conversations, laisser les gens la sous-estimer comme ils le faisaient toujours et laisser la vérité s'échapper de leurs propres lèvres, alors qu'ils pensaient que personne d'important ne l'écoutait. Elle a commencé par sa visite au presbytère, apparemment pour livrer un panier de primeurs. L'épouse du vicaire, reconnaissante comme toujours de la prévenance de Miss Marple, l'invita à prendre une tasse de café. Le sujet de la fête et du pauvre monsieur Frobisher est venu naturellement. Madame Clément, comme Miss Marple l'avait prévu, était pleine de petites observations qu'elle jugeait insignifiantes, mais dont Miss Marple savait qu'elles pouvaient être tout sauf. « Il avait l'air très rouge, vous savez », dit Madame Clément en remuant distraitement son café. Quand il s'est levé pour annoncer les enchères d'ouverture, sa voix était un peu brouillée. Je pensais qu'il avait bu. Eh bien, ça a été plutôt chaleureux. Et vous savez que les hommes peuvent être insouciants à propos de telles choses. Miss Marple a caché le commentaire. Visage rougi. Discours trouble. Et pourtant, personne n'avait senti d'alcool sur lui par la suite, se souvient-elle. Le docteur Hayward l'avait confirmé à Madame Bantry, qui transmettait l'information avec le goût d'une femme qui aimait les bonnes histoires, mais détestait tout ce qui était inconvenant. Après une agréable demi-heure de bavardage sans conséquence, qui ajouta néanmoins 2 petits faits à sa collection, Miss Marple s'excusa et se dirigea vers High Street. C'était jour de marché, et sous la clameur polie du commerce, les villageois échangeaient leurs théories à voix basse. Chez le marchand de légumes, Miss Marple a entendu Madame Lumley siffler que Miss Gloria Nash avait été vue en train de pleurer devant son cottage tard la nuit dernière. À la boulangerie, l'apprenti de M. Sims murmura que Frobisher s'était disputé avec Peter Colson au sujet d'un document manquant, quelques jours seulement avant la fête. Ces petits morceaux, passés entre des lèvres qui les nieraient sous serment, dressaient un tableau bien plus compliqué que la version officielle. Miss Marple se dirigea ensuite vers le cygne vert. Elle entrait rarement, mais une conversation près de la porte d'entrée attira son oreille. Le vieux monsieur Jessop,
À moitié sourd mais observateur quand cela lui convenait, affirmait que la liste des enchères avait été falsifiée. « Il manquait des objets, je vous le dis », aboya-t-il à son compagnon, qui hocha sagement la tête sans demander de preuves. « Des choses qui étaient censées être vendues aux enchères ont disparu, et qui peut dire si tout est honnête, hein ?» Elle y réfléchit attentivement, alors qu'elle retournait vers son cottage. Il semblait qu'avant même la mort de Frobisher, il y avait des signes de désarroi, objets manquants, échanges de colère, larmes intimes, couche après couche, de petites tensions humaines, ondulant sous la surface lisse de la fête. Cet après-midi-là, un nouveau fil s'est présenté. La jeune Millicent Price, qui travaillait comme femme de chambre pour Madame Bentham, s'est approchée de Miss Marple sous prétexte de lui demander un modèle de tricot. Rouge et hésitante, Millicent s'attarda autour de son thé, avouant finalement, dans un courant de mots, qu'elle avait vu quelque chose d'étrange. Le matin de la fête, dit-elle, elle avait été envoyée chercher des chaises supplémentaires à la salle des fêtes. Alors qu'elle se précipitait devant la tente de vente aux enchères, elle aperçut M. Frobisher en train de se disputer vivement avec quelqu'un, un homme qu'elle pensait être Peter Colson, même si elle ne pouvait en être absolument sûre. Ils se tenaient l'un à côté de l'autre, murmura Millicent en tordant son mouchoir, et M. Frobisher agitait des papiers, très en colère. Je n'ai pas beaucoup entendu, seulement un mot. Fraude. Miss Marple la remercia avec un doux sourire et rassura la jeune fille en lui disant qu'elle avait bien fait de le mentionner. Ensuite, elle s'est assise près de sa fenêtre, les aiguilles à tricoter clignotant tandis que son esprit démêlait tranquillement l'écheveau enchevêtré de la faiblesse humaine posée devant elle. Si Peter Colson s'était effectivement disputé avec Frobisher au sujet de quelque chose de frauduleux, cela suggérait que les transactions financières de l'homme n'avaient finalement pas été laissées pour compte à Londres. Et cela soulevait une question importante. Qui d'autre aurait pu être mêlé à un projet qui avait si dramatiquement détérioré? En milieu de semaine, l'agent Hobbs avait annoncé qu'une enquête officielle aurait lieu. Entre-temps, le Vincent rapport du coroner avait rendu son verdict. Frobisher était mort d'un empoisonnement au cyanure. Ce fut un choc pour la plupart, mais pas pour Miss Marple. Elle avait déjà supposé que les symptômes décrits, rougeur du visage, effondrement soudain, mort rapide, étaient compatibles avec un poison à action rapide. Le coroner a confirmé que le poison avait été administré par voie orale, très probablement dans quelque chose qu'il avait mangé ou bu, peu avant sa mort. La fête, donc. Quelque part parmi les tables de bagatelles, les tasses de thé, les assiettes de scones et de confitures, quelqu'un avait livré la mort à Gerald Frobisher, et le village, malgré toute son horreur apparente, semblait préparé à l'idée que l'un d'entre eux était un meurtrier. Il y a eu moins de choc qu'il n'aurait dû y en avoir, pensa Miss Marple. Comme si beaucoup avaient déjà envisagé cette possibilité dans l'intimité de leur esprit. Le lendemain, Miss Marple rendit visite à Madame Bentham, dont on savait qu'elle avait perdu une jolie somme grâce au conseil de Frobisher. Madame Bentham, une femme décharnée aux lèvres serrées et aux yeux plus perçants, l'accueillit avec une politesse fragile. Le thé était servi avec des biscuits secs et la conversation tournait inévitablement vers la fête. « Je ne l'ai vue qu'une fois dans l'après-midi », a déclaré Madame Bentham avec un haussement d'épaules. Avant le début des enchères, il est passé devant le stand de confiture et a pris un biscuit dans l'assiette. Un de ceux de Madame Lumley, je pense. Elle renifla. Aucune question de goût. Autre petit détail noté. Miss Marple remercia son hôtesse et prit congé, réfléchissant tout en marchant. Un biscuit, simple, sans prétention, facilement falsifié, et Madame Lumley, dont l'animosité envers Frobisher était un secret de polichinelle, tenait le stand. Pourtant, ce n'était pas si simple. Car Madame Lumley était une femme vaniteuse et ambitieuse, friande de commérage, mais trop prudente pour risquer le scandale sur elle-même. Empoisonner un homme en public, devant des dizaines de témoins, n'était pas son style.
Non. Si Madame Lumley était impliquée, ce serait d'une manière différente, peut-être sans le savoir. Le soir, un portrait avait commencé à se former dans l'esprit de Miss Marple. Pas complet, pas encore, mais suffisant pour guider ses prochaines étapes. Meurtre était un acte de désespoir et non de préméditation. Elle en était certaine. Une opportunité saisie dans un moment de peur ou de rage, plutôt que dans un froid calcul, ce qui signifiait que celui qui avait empoisonné Gerald Frobisher n'avait pas prévu une longue escapade. Ils étaient toujours là, se mêlant à leurs voisins, affichant un visage normal en attendant que l'autre chaussure tombe. Miss Marple se rassit dans son fauteuil, tricotant abandonné sur ses genoux, et s'autorisa un petit sourire sombre. Elle l'avait vu trop de fois auparavant. Le meurtrier caché à la vue de tous, trahi non par de grands gestes, mais par les moindres tremblements de faiblesse humaine. Cela ne saurait tarder maintenant. Pas longtemps du tout. L'enquête officielle sur la mort de Gerald Frobisher s'est ouverte avec une gravité dont le village n'avait pas été témoin depuis des années. À la mairie, les simples bancs en bois étaient remplis de villageois endimanchés, les yeux écarquillés par le frisson de la proximité du scandale. L'employé du coroner a expliqué les procédures en détail, mais c'est le témoignage des habitants du village qui a captivé l'imagination de tous. L'agent Hobbs, robuste et sérieux, a témoigné le premier. Il a détaillé la découverte du corps de M. Frobisher, affalé à côté du podium du commissaire-priseur, l'hypothèse initiale d'une crise cardiaque et l'examen ultérieur qui a révélé des signes indiquant un empoisonnement au cyanure. Hobbs, s'éclaircissant fréquemment la gorge, souligna que tout suggérait que le poison avait été ingéré récemment, probablement lors de la fête elle-même. Vint ensuite Madame Lumley, qui, malgré son deuil théâtral noir et ses yeux dramatiquement tamponnés, était plus que prête à jeter les soupçons ailleurs. Elle a insisté sur le fait que ses pâtisseries étaient entièrement sûres, préparées à partir de sa propre recette et partagées par des dizaines de villageois sans effet néfaste. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait vu quelqu'un se comporter de manière suspecte autour des tables de rafraîchissement, elle a hésité suffisamment longtemps pour attirer vers elle toutes les têtes de la pièce. « Eh bien, dit-elle, la voix frémissant délicatement, je a fait remarquer que Miss Gloria Nash agit plutôt étrangement. Elle planait près des stands de nourriture, s'affairant autour des assiettes, même quand ce n'était pas son tour de servir. Elle fit une pause significative, et elle semblait affligée, assez agitée en fait. L'implication s'est imposée lourdement dans la pièce. Miss Gloria Nash fut ensuite appelée. Elle est arrivée pâle mais posée, ses cheveux noirs, tirés en arrière, sa robe élégante mais modeste contrastant fortement avec l'environnement rustique. Elle répondit fermement aux questions, insistant sur le fait qu'elle n'avait aidé Madame Lumley à préparer les pâtisseries qu'après qu'une rafale de vent ait renversé certaines assiettes. Elle a admis connaître M. Frobisher, seulement légèrement, et a nié avoir eu des relations privées avec lui au-delà de rencontres occasionnelles dans le village. Pourtant, la vague de suspicion se tournait vers elle. Dans les petits villages, Miss Marple le savait, l'étranger était souvent le bouc émissaire le plus facile. Miss Nash était arrivée de Londres il y a seulement 6 mois, louant Rose Cottage à la périphérie du village, affirmant qu'elle souhaitait une vie plus calme. Pas de famille, pas de référence, seulement de vagues mentions d'une carrière dans l'édition. Elle était polie mais réservée, trop raffinée pour s'intégrer parfaitement parmi les femmes de fermiers bluffantes et les dames d'église bavardes. Au début, les villageois avaient toléré sa nouveauté, mais maintenant, le sang tachant la réputation du village, la tolérance s'est dissoute en méfiance. Miss Marple resta assise tranquillement tout au long des débats, son esprit vif absorbant non seulement les témoignages, mais aussi les regards, les échanges chuchotés, les bouches serrées. C'était Madame Bantry, qui se penchait pendant une récréation, et murmurait férocement à l'oreille de Miss Marple « C'est elle, vous savez. Notez mes paroles. Ces femmes de la ville, elles ne sont jamais ce qu'elles semblent être.
Miss Marple, regardant Gloria Nash assise seule et composée sur un banc, ne dit rien. Elle remarquait le moindre tremblement dans les mains de la femme, les respirations soigneusement mesurées. La peur, oui, mais était-ce la peur de la culpabilité ou d'être accusée à tort? Après l'ajournement de l'enquête d'un jour, le tribunal d'opinion du village a rendu sa décision. Gloria Nash était coupable. C'est Madame Price Ridley l'a dit chez l'épicier. Monsieur Sims l'a dit au pub. Même Monsieur Jessop, qui ne faisait confiance à personne d'autre qu'à son chien, marmonnait que cela allait de soi, mais Miss Marple, assise près de son feu avec son tricot, une fois de plus sur ses genoux, restait profondément sceptique. Plusieurs choses ne convenaient pas. Gloria Nash n'avait aucun motif visible. Les transactions douteuses de Frobisher avaient porté préjudice à des habitants de la région comme Madame Bentham et feu Monsieur Lumley. Gloria n'avait connu aucune perte financière liée à lui. L'altercation que Millicent Price avait entendue impliquait Peter Colson et non Gloria. Et le biscuit empoisonné provenait d'une assiette générale qu'elle n'avait pas directement manipulée. De plus, si Gloria avait eu l'intention d'empoisonner Frobisher, pourquoi le faire dans un cadre aussi public et incontrôlable, où un certain nombre de villageois auraient pu subir la morsure mortelle? C'était une méthode de meurtre à la fois imprudente et insensée, et Gloria Nash, qu'elle soit, ne semblait pas idiote. Miss Marple réfléchit à quelque chose que son neveu Raymond avait dit un jour à propos de juger les gens trop rapidement. Dans les villages, écrivait-il dans l'un de ses ennuyeux petits essais, les gens vivent trop près les uns des autres. Cela engendre des jugements rapides et un pardon lent. Le véritable meurtrier, pensait Miss Marple, ne serait pas celui qui serait le plus bruyamment accusé. Non, le véritable coupable serait plus discret, plus intelligent et surtout plus perspicace quant à la nature humaine. Le lendemain matin, sous couvert de livrer un petit bouquet de dahlias, Miss Marple rendit visite à Gloria Nash. Elle fut reçue avec une réserve polie. Le cottage de Gloria était peu meublé mais de bon goût. Une indication d'une femme qui voyageait léger et avait peu d'intention de rester en permanence. Ils échangèrent de petites plaisanteries sur le temps et le jardin avant que Miss Marple, de son ton le plus naïf, dise « C'est une chose si terrible à propos du pauvre monsieur Frobisher. Et une telle confusion à la fête, n'est-ce pas? Tant de gens s'affairent. » Les mains de Gloria posées sur le bras de sa chaise se resserrèrent légèrement. « Oui, dit-elle après un moment, c'était terrible. J'imagine que vous le connaissiez plutôt bien, murmura Miss Marple en amorçant son hameçon avec précaution. Les yeux de Gloria brillèrent, juste pendant une seconde. Pas bien du tout, dit-elle rapidement. Je ne lui ai parlé que quelques fois. Trop vite, trop catégoriquement. Miss Marple sourit gentiment, comme pour offrir une évasion. Oh, bien sûr, ma chérie, il faut être prudent. On ne sait jamais avec les hommes de la finance. Quelque chose bougea derrière le masque prudent de Gloria. La peur, oui, mais aussi autre chose. Honte, ressentiment. Miss Marple partit peu après, refusant le thé, laissant la jeune femme à ses pensées. Troublée, elle avait confirmé quelque chose, mais peut-être pas ce que la police ou les villageois supposeraient. Cet après-midi-là, Miss Marple fit une autre promenade, apparemment pour aller chercher de la laine au magasin, mais en réalité pour recueillir davantage de courants changeants du village. Elle trouva Madame Bentham en pleine conversation avec Monsieur Sims, leurs têtes rapprochées. Elle vit Peter Colson sortir précipitamment du bureau de poste, le visage pâle et tendu, et elle aperçut Madame Lumley, qui s'affairait à travers le green d'un air anxieux, les bras chargés de papier, les récits de la fête, sans doute, ou quelque chose qu'elle aurait aimé que les autres n'examinent pas de trop près. Miss Marple s'arrêta près de la porte de l'église, laissant la brise chaude lui monter au nez l'odeur de l'herbe coupée. Des modèles se formaient, pas seulement dans le comportement humain, mais aussi dans le timing, les opportunités et les ressentiments cachés qui ont trop longtemps persisté. Les villageois avaient fixé leur regard sur Gloria Nash parce que c'était facile,
parce que c'était réconfortant. Mais le véritable meurtrier se cachait bien en vue, souriant, hochant la tête et se tordant les mains avec un faux chagrin. Miss Marple resserra sa prise sur son panier. Elle les trouverait. Pas par la force, ni par la confrontation, mais en surveillant le petit et inévitable faux pas qui trahirait la nature du tueur. Ce n'était plus qu'une question de temps désormais, et Miss Marple, patiente comme le village lui-même, attendrait quand cela arriverait. Le lendemain matin, le soleil d'été jetait une douce lueur sur St. Mary Mead, mais l'air du village était loin d'être paisible. Les conversations, habituellement remplies de bavardages inutiles sur les jardins et les recettes de confiture, étaient devenues plus vives et plus fragiles. Chaque signe de salutation semblait légèrement trop rapide, chaque sourire juste un peu tendu. Miss Marple, qui comprenait la nature humaine aussi intimement qu'un botaniste comprenait les fleurs, reconnut immédiatement les signes. La peur avait pris racine, subtile mais grandissante. Le village avait choisi son bouc émissaire, Gloria Nash, mais les doutes s'installaient. Certains commençaient à se demander à voix haute, à demi-chuchotement et regard prudent, si les choses étaient vraiment aussi simples qu'elles le paraissaient au premier abord. Les soupçons, une fois déclenchés, suivaient rarement une ligne droite. Ils se glissaient dans des endroits inattendus, tournant les amis les uns contre les autres avec une facilité empoisonnée. Miss Marple, assise avec sa broderie près de la fenêtre, attendait patiemment. Elle savait que le coupable comptait sur le jugement rapide du village pour se protéger, se cachant derrière le récit commode qui avait si bien présenté Miss Nash. Mais tôt ou tard, les vrais fils se montreraient fins et brillants, si l'on savait où chercher. Son premier indice est venu cet après-midi. Elle avait décidé de se rendre à pied à l'église pour arranger les fleurs de l'autel pour le service du dimanche, une tâche qu'elle entreprenait souvent lorsque le temps était beau. En passant devant la salle des fêtes, elle remarqua quelque chose de curieux. Les provisions restantes de la fête avaient été emballées à la hâte dans une série de caisses en bois empilées contre le mur. Des restes de banderoles, quelques chaises cabossées et des boîtes de programmes inutilisés et de billets de tombola se sont répandus en désordre. Parmi le fouillis se trouvait un porte-bloc, à moitié dissimulé sous une pile effondrée de vieux livres de cantiques. Miss Marple s'arrêta apparemment pour ajuster son parasol et se pencha pour le récupérer. Il s'agissait de la liste des enchères, écrite à la main par Gerald Frobisher lui-même, avec l'écriture soignée et légèrement fleurie d'un homme habitué aux contrats et aux documents formels. Un rapide coup d'œil révèle un ordre soigné d'objets, une théière en argent, un ensemble de cartes postales victoriennes, une peinture de l'église réalisée par un artiste local, plusieurs lots de conserves faites maison et divers bibelots offerts par les villageois. Mais quelque chose intriguait Miss Marple. Elle se souvenait très bien d'avoir entendu M. Jessop se plaindre des objets manquants. En comparant la liste des enchères à ses souvenirs du déroulement de la journée, elle se rendit compte qu'il avait raison. 2 ou 3 objets de cette liste n'avaient jamais été annoncés. Le tableau, par exemple, avait disparu avant, même le début de la vente aux enchères. Et là, à côté des objets manquants, quelqu'un avait dessiné au crayon de petites croix, presque invisibles, à moins qu'on ne les cherche. Les yeux perçants de Miss Marple remarquèrent immédiatement les légères marques. Elle plaça le bloc-notes sous son bras et continua vers l'église, l'esprit en mouvement constant. Plus tard, autour d'un thé avec Madame Bantry, elle a mentionné, avec désinvolture, les objets manquants aux enchères. Madame Bantry, qui aimait les mystères presque autant que le jardinage, s'anima immédiatement. « J'ai entendu dire, » dit-elle, baissant la voix jusqu'à devenir un murmure conspirateur, que Frobisher gardait certaines choses de côté, des choses spéciales. Peut-être pour une vente privée? Elle haussa les sourcils de manière significative. Imaginez, profiter d'une fête caritative. Miss Marple sirotait son thé, pensive. Il n'aurait pas été hors de propos pour un homme comme Gerald Frobisher,
qui a passé sa vie dans des affaires glissantes, de survoler un peu une vente aux enchères de charité dans un village. Et si quelqu'un l'avait découvert, quelqu'un qui avait confié un objet de valeur pour la cause, il y aurait eu de la fureur. Peut-être même assez de fureur pour conduire au meurtre. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de Millicent Price, la servante qui avait vu Frobisher se disputer quelques jours avant sa mort. Millicent était venue remettre un mot de Madame Bentham, mais s'attardait nerveusement sur le seuil, regardant autour d'elle comme si elle ne savait pas si elle devait parler. Miss Marple, sentant l'agitation intérieure de la jeune fille, lui sourit, d'un air encourageant. « Y a-t-il quelque chose qui te tracasse, Millicent ?» demanda-t-elle gentiment. Millicent a tordu l'ourlet de son tablier. « Je n'ai pas tout dit, Miss Marple, » lâcha-t-elle. « J'avais peur. » Miss Marple posa doucement sa tasse de thé. « Pas besoin d'avoir peur, ma chérie. Pourquoi ne t'assois-tu pas, et ne me dis-tu pas ce que tu penses ?» Avec hésitation, Millicent avoua que le jour de la fête, juste avant le début, de la vente aux enchères, elle avait vu Peter Colson se disputer avec Frobisher près des tables de rafraîchissement. Pas dans l'intimité de la tente de vente aux enchères, comme elle l'avait d'abord pensé, mais à la vue de plusieurs personnes, même si la plupart étaient trop occupés à bavarder ou à manger pour s'en apercevoir. Il était très en colère, monsieur Colson, murmura Millicent. Je l'ai entendu dire, vous ne pouvez pas tromper tout le monde et penser que vous vous en sortirez. Et qu'a dit monsieur Frobisher? Demanda doucement Miss Marple. Millicent hésita. Il a ri. Il a dit quelque chose comme « Trop tard maintenant. Tu l'as signé, mon garçon. » Puis ils m'ont vu regarder et ils se sont arrêtés. Miss Marple se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts croisés. Un document donc, une sorte d'accord. Et Peter Colson, jeune et ambitieux, piégé par tout ce qu'il avait signé. L'altercation explique beaucoup de choses. La tension de la fête, le visage pâle et tendu de Colson à la poste, ses mouvements brusques. Mais cela ne prouve toujours pas le meurtre. Miss Marple a passé la soirée à étudier la liste des enchères. Ses faibles croix la harcelaient. Pourquoi marquer seulement certains éléments? Étaient-ils particulièrement précieux? Avaient-ils été réservés à une vente privée? Ou volés avant le début des enchères? Le lendemain matin? Après le service religieux matinal, elle a rendu une visite tranquille à M. Jessop, qui connaissait chaque objet de valeur du village comme un avare compte ses pièces de monnaie. Dans le désordre poussiéreux et rempli de livres du salon de Jessop, elle sortit la liste des enchères et le regarda pointer son doigt noueux sur les entrées barrées. « Cette théière en argent, » dit-il en reniflant, « offert par Madame Price Ridley. Antique, vous savez. Elle vaut pas mal. » Il plissa les yeux. « Et les cartes postales, victoriennes, rares. Le jeune Colson a dit qu'il les ferait estimer, mais elles ne sont jamais revenues. »« Et le tableau ?» a demandé Miss Marple. Jessop grogna. « Parti. Frobisher a dit des bêtises à propos du fait qu'il ait été retiré pour des raisons privées. Je n'en croyais pas un mot. » Miss Marple le remercia et retourna à son cottage, l'esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des jours. Vol déguisé en charité, un chantage caché sous la civilité. Et au milieu de tout cela, un meurtrier, tissant ment aussi délicatement que n'importe quelle dentelière de village. Au crépuscule, elle avait élaboré une théorie. Frobisher avait même trompé la fête caritative, mettant de côté des dons précieux à son propre profit. Quelqu'un l'avait découvert, quelqu'un de désespéré, quelqu'un déjà compromis, et avait vu une opportunité étroite et dangereuse de faire taire Frobisher avant que ses propres secrets ne soient se révélés. Mais il manquait encore une dernière pièce. La méthode. Si Frobisher avait été empoisonné pendant la fête, cela aurait dû être quelque chose offert ouvertement, auquel personne n'y réfléchirait à deux fois. Miss Marple repensa au rafraîchissement. Les cruches de limonade, les gâteaux glacés, les biscuits, les plateaux passaient de main en main sans méfiance. Et puis elle se souvint. Frobisher avait fait un grand spectacle en dégustant les conserves faites maison avant la vente aux enchères.
Il avait choisi un biscuit, ri, puis y avait versé une généreuse cuillerée de confiture, le déclarant « le meilleur caillé de citron de toute l'Angleterre ». La crème au citron de Madame Lumley. Le poison avait-il été caché dans quelque chose d'aussi innocent qu'une confiture? Les yeux bleus de Miss Marple pétillaient d'une tranquille certitude. Demain, décida-t-elle, elle rendrait visite à Madame Lumley, non pas pour accuser, mais pour observer. Poser des questions douces et apparemment stupides, pour voir qui pourrait trembler, à surveiller qui pourrait se trahir par un regard insouciant ou un déni trop empressé. Le diable, elle le savait, se cachait dans les détails. Et Miss Marple était en effet très douée pour repérer les diables cachés derrière des rideaux de dentelle. Le lendemain matin, l'aube était claire et sans nuages, mais le temps joyeux n'a pas réussi à dissiper la tension qui s'installait. Sur St. Mary Mead, il flottait dans l'air comme une brume invisible, masquant même les courses les plus routinières d'une méfiance sous-jacente. Miss Marple, comme prévu, partit tôt pour rendre visite à Madame Lumley, portant un panier de scones enveloppé dans un linge en lin propre. Un simple geste de voisinage, du moins, c'est ce qu'il semblerait à quiconque regarde. Madame Lumley vivait dans une jolie maison en briques avec des boiseries blanches et une roseraie agressive. Elle ouvrit vivement la porte, le visage pincé et pâle, même si elle se ressaisit rapidement lorsqu'elle vit de qui il s'agissait. Miss Marple, quelle belle surprise. Entrez, dit-elle en s'écartant avec une luminosité forcée. À l'intérieur, la maison sentait fortement la cire et le chou bouilli. Miss Marple s'installa dans un fauteuil raide et offrit les scones, que Madame Lumley accepta avec un sourire tendu. La conversation se déroulait assez facilement. Questions ménagères, météo, prochain bazar de l'église, mais Miss Marple, sous son extérieur doux, était très attentive. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle oriente la conversation vers la fête, tellement tragique pour M. Frobisher, dit-elle en ajustant son chapeau. Et il avait l'air de si bonne humeur à la fête, n'est-ce pas? Il a goûté toutes les délicieuses friandises. Je me souviens qu'il louait particulièrement votre crème au citron. Les mains de Madame Lumley s'agitèrent un instant, tandis qu'elle versait le thé, un léger tremblement trahissant sa nervosité. « Oui, oui, il a toujours été très élogieux, » dit-elle précipitamment. « Bien que il puisse être plutôt libre avec ses opinions. Pas toujours gentil, si tu vois ce que je veux dire. » Miss Marple sourit avec sympathie. « Oh, en effet, parfois une petite flatterie cache quelque chose de tout à fait différent en dessous. » Les lèvres de Madame Lumley se pincèrent, et pendant un instant, quelque chose apparut sur son visage. De l'amertume, culpabilité. C'était parti en un instant. « J'ai entendu dire, » continua doucement Miss Marple, qu'il envisageait de retirer certains objets mis aux enchères à la dernière minute, terriblement déroutant pour tout le monde. Madame Lumley hésita, puis dit « Eh bien, il y a eu des malentendus. Certaines choses ont été données de bonne foi et M. Frobisher, il avait des idées différentes. Ce n'est pas à moi d'en dire plus. Mais elle en avait déjà assez dit. Son ressentiment était clair, tout comme son désir de se distancier de tout acte répréhensible. Miss Marple partit peu après, convaincue que Madame Lumley, bien que lésée et peut-être capable de tromperies plus mesquines, n'avait pas la cruauté nécessaire pour commettre un meurtre. Sa nervosité venait de la peur des commérages et non de la peur de la potence. Son prochain arrêt fut le modeste bureau de Peter Colson, au-dessus de la pharmacie du village. Elle le trouva là, la tête, penchée sur une pile de papier, les cheveux noirs en désordre, le col de travers. Il sursauta lorsqu'elle frappa doucement au chambranle de la porte. « Miss Marple, dit-il en se levant maladroitement, que puis-je faire pour toi ?»« Oh, rien d'officiel, dit-elle gentiment. Je voulais juste vous poser une question. Et, bien c'est vraiment idiot. À propos de la vente aux enchères de la fête, vous avez dû être tellement occupé à préparer tous ces documents. » Peter rougit d'un rouge terne et passa une main dans ses cheveux. C'était vraiment pressé, oui. Monsieur Frobisher a insisté pour s'occuper de la majeure partie lui-même.
J'ai juste aidé pour le côté juridique. Et c'est vraiment dommage pour les objets manquants, murmura Miss Marple en l'observant attentivement. Il serait dit. Oui, malheureusement. Mais ce n'est pas vraiment mon problème. Non, bien sûr que non, dit Miss Marple. Pourtant, ça a dû être frustrant après tout votre travail acharné de voir les choses tourner mal. Peter eut un petit rire sans humour. Frustrant ne suffit pas à le couvrir, et la voilà de nouveau. La colère à peine cachée sous la surface. Peter Colson avait du caractère, c'était évident, mais la colère à elle seule ne fait pas un meurtrier. Miss Marple le remercia pour son temps et descendit les escaliers en réfléchissant longuement. À midi, le village crépitait de nouveaux potins. La rumeur s'était répandue selon laquelle Madame Bentham avait confronté Gloria Nash à l'extérieur du bureau de poste, l'accusant haut et fort de prendre des libertés avec les maris d'autres femmes. Gloria avait tourné les talons et s'était éloignée sans un mot, laissant Madame Bentham marmonner devant un public enthousiaste, l'impudeur et la morale de la ville. Miss Marple a entendu parler de l'incident par Madame Bantry, qui est arrivée à sa porte essoufflée avec la nouvelle. « C'est aussi clair que le jour, Jane, » dit Madame Bantry, en se laissant tomber sur la chaise la plus proche. Gloria n'est pas innocente. Elle était impliquée avec Frobisher. C'est le véritable motif. Miss Marple a écouté poliment mais intérieurement en désaccord. Gloria Nash cachait quelque chose, certes, mais ce n'était pas une liaison. Miss Marple avait vu la peur brute dans les yeux de la jeune femme, le genre de peur qui provenait d'un type de menace très différent. Un secret peut-être de son passé. Quelque chose que Frobisher savait ou avait découvert, et qu'il menaçait de révéler. Le village, quant à lui, était entré dans une nouvelle phase de drame collectif. On prenait parti. Madame Lumley, Madame Price Ridley et Madame Bentham se tenaient. Fermement dans le camp, Gloria l'a fait, tandis que l'épouse du vicaire et Mademoiselle Hartnell appelaient à la prudence, suggérant que la pauvre fille pourrait tout simplement être dépassée. Cette division convenait bien aux véritables meurtriers, pensa Miss Marple. Plus les villageois se retournèrent les uns contre les autres, plus le coupable devenait en sécurité. Ce soir-là, en revenant d'Evensong, le chemin de Miss Marple croisa celui de M. Sims le boucher. Il a levé sa casquette et aurait pu passer par là, mais Miss Marple, sentant quelque chose de non dit, s'est arrêtée. « Terrible affaire, n'est-ce pas ?» dit-elle. Et M. Sims remua les pieds. « Oui, terrible. Vous connaissiez bien M. Frobisher, n'est-ce pas ?» Il a contribué au compte de la fête. Le visage de Sims s'assombrit. Il s'est aidé plutôt. Miss Marple pencha la tête, invitant « À la confiance, il survolait », dit Sims à voix basse. « J'ai pris l'argent de la tombola. Il m'a dit que c'était des dépenses. J'ai ri quand j'ai demandé des reçus. J'ai laissé tomber. Je ne voulais pas créer d'ennui. Et maintenant ?» Trace demanda gentiment Miss Marple. Sims haussa les épaules, l'air las. « Maintenant, il est mort, et je ne sais plus quoi penser. » Miss Marple le remercia et continua son chemin, le cœur lourd. Elle comprenait maintenant que presque tous les adultes de St. Mary Mead avaient une raison de mépriser Gerald Frobisher. Il leur avait tous fait du tort d'une manière modeste et humiliante. Il les avait trompés, leur avait menti, se moquait d'eux dans leur dos. Mais qui parmi eux avait franchi la frontière entre le ressentiment et le meurtre? De retour dans son salon, Miss Marple fit le tri dans sa liste mentale croissante de motivations. La fierté de Madame Lumley, la colère de Peter Colson, la peur de Gloria Nash, la jalousie de Madame Bentham, le ressentiment de M. Sims. Une toile. D'amertume se resserra autour du mort. Il ne suffirait pas de découvrir qui le détestait. Non, elle devait découvrir qui avait agi. Et pourquoi? La réponse, pensait-elle, ne résidait pas dans les grandes trahisons, mais dans quelque chose de petit, quelque chose de négligé. Un détail si banal que personne d'autre n'avait remarqué. Miss Marple, regardant pensivement le feu, décida qu'il était temps d'organiser un petit test. Un petit piège simple, appâté non pas par des accusations mais par la faiblesse humaine. Parce que les coupables, elle le savait,
se révélerait toujours, non pas par la violence ou la bravade, mais par la peur. Et la peur, une fois entrevue, ne pourra plus jamais être cachée. Le lendemain matin, St. Mary Mead reçut un nouveau choc. Alors que le village commençait à s'installer dans une série d'accusations chuchotées et de regards méfiants, un nouveau scandale éclata, faisant à nouveau remuer toutes les langues. Tout a commencé par une découverte simple, presque comique. Le fonds caritatif de l'Église, soigneusement collecté pendant le week-end de fête, avait disparu. C'est Miss Perkins à la poste qui a annoncé la nouvelle, serrant un mouchoir humide et balbutiant à qui voulait l'entendre que l'enveloppe scellée contenant les dons, confiée à Peter Colson pour dépôt, avait disparu. Tout simplement disparu. En 1 heure, l'histoire avait atteint tous les coins du village, devenant de plus en plus sauvage à chaque récit. Certains disaient que Pierre s'était enfui pendant la nuit, d'autres ont affirmé que l'enveloppe avait été volée dans le coffre-fort verrouillé du presbytère, Miss Marple. En apprenant la nouvelle d'une Madame Bantry agitée, ressentit le premier véritable frisson de peur, non pas à cause de l'argent manquant. C'était une somme insignifiante comparée à la tranquillité d'esprit du village, mais parce que les enjeux avaient changé. Celui qui avait tué Gerald Frobisher ne s'était pas contenté de rester assis tranquillement. Il bougeait à nouveau, désespéré, essayant de brouiller leurs traces avant que les murs ne se referment. À midi, Peter Colson était l'objet de tous les soupçons du village. C'était presque trop facile. Les documents manquants, l'altercation avec Frobisher, la pression qu'il subissait en raison de dettes croissantes. L'agent Hobbs, l'air plus mal à l'aise que d'habitude, a confirmé que Peter avait été interrogé, qui avait tout nié, bien qu'il ait admis avoir égaré l'enveloppe brièvement avant le début de la fête. Miss Marple a décidé qu'il était temps de rendre visite directement à Peter. Elle le trouva arpentant les confins exigus de son bureau, veste enlevée, manches retroussées, le visage tiré et hagard. Lorsqu'il la vit, un éclair proche du soulagement traversa ses traits. « Miss Marple, dit-il d'une voix rauque, je ne l'ai pas pris. Je jure que non. Je te crois, dit-elle simplement, et elle le vit s'affaisser sur sa chaise, comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. J'ai fait des erreurs, a-t-il admis en regardant le sous-main sur son bureau. J'ai été idiot avec Frobisher. J'ai signé des choses que je ne comprenais pas. Il m'a utilisé. Il m'a fait passer pour un idiot devant tout le monde. Mais je ne suis pas un voleur. Miss Marple hocha la tête. Dites-moi, Monsieur Colson, qui d'autre avait accès au compte de la fête? À part Monsieur Frobisher, bien sûr. Peter leva les yeux sombres d'épuisement. Madame Lumley. Elle a insisté pour aider à compter l'argent, qu'avant qu'il ne soit scellé. Et Sims, il a aidé avec l'argent de la tombola. 2 noms, 2 possibilités. Miss Marple le remercia et partit, l'esprit emballé. L'enveloppe manquante n'était pas un crime isolé. Elle était liée au meurtre de Frobisher. Elle en était désormais certaine. Quelqu'un qui craignait d'être découvert avait pris une mesure audacieuse et imprudente pour brouiller les cartes, dans l'espoir de rediriger les soupçons vers Peter Colson. Mais il s'était dépassé. La panique s'installait, et la panique rendait les gens négligents. Cet après-midi-là, alors qu'elle faisait semblant de faire du shopping au magasin du village, Miss Marple se retrouva seule pendant quelques minutes avec M. Sims. Elle mentionna, avec désinvolture, les fonds manquants, observant attentivement sa réaction. Il grogna. « Mauvaise affaire. Mais ce n'est pas surprenant. Le jeune Colson a toujours été trop soucieux de son propre bien. Alors tu penses qu'il est responsable ?» demanda doucement Miss Marple. Sims hésita, la mâchoire serrée. Ce ne serait pas la première fois que l'ambition prenait le dessus sur un homme. C'était une réponse sûre, trop sûre. Pas de colère, pas de droiture. Juste la réponse, prudente et égale de quelqu'un qui essaie de ne pas trop en révéler. Plus tard, elle a de nouveau rendu visite à Madame Lumley, lui apportant un panier de livres dont elle prétendait ne plus avoir besoin. Autour d'un thé faible, Madame Lumley,
bavardait sur les affaires du village, mais ses doigts se tordaient nerveusement sur son mouchoir chaque fois qu'on parlait de la fête ou de l'argent manquant. « C'est vraiment dommage, » dit-elle d'une voix cassante. « La réputation du village est en jeu, tout cela à cause d'un garçon idiot. » Et le pauvre vicaire, ajouta doucement Miss Marple. Il faisait entièrement confiance à M. Colson. Les lèvres de Madame Lumley se pincèrent. La confiance se perd facilement, Miss Marple, surtout parmi la jeune génération. Miss Marple sirota son thé en cachant un petit sourire. Le soulagement de Madame Lumley d'avoir quelqu'un d'autre à blâmer était palpable. Mais alors même que les villageois se tournaient plus fermement contre Peter, la conviction de Miss Marple de son innocence s'est renforcée. Le vrai voleur, le vrai meurtrier se cachait toujours. Ce soir-là, alors qu'elle était assise à tricoter près de son foyer, Miss Marple passa en revue toute une fois de plus. Gerald Frobisher avait détourné des fonds lors de la fête. Il avait prévu d'empocher des objets de valeur destinés aux enchères, avait récupéré les bénéfices de la tombola et avait manipulé Peter Colson pour qu'il signe des documents qui absoudraient probablement Frobisher de tout acte répréhensible, tout en incriminant Peter. Mais quelqu'un d'autre avait découvert l'étendue de la trahison de Frobisher. Quelqu'un dont la colère ou la peur l'emportait sur son bon sens. Et cette personne avait agi d'abord en empoisonnant Frobisher dans le lieu le plus public possible, puis en volant l'argent de la fête pour piéger Peter et mettre le village hors d'état de nuire. Le schéma était clair. Une seule question restait en suspens. Qui parmi les suspects avait à la fois l'opportunité et le désespoir de commettre des crimes aussi maladroits? Miss Marple avait une théorie. Elle n'avait besoin que d'une confirmation supplémentaire. L'occasion s'est présentée le lendemain matin lorsque Madame Lumley, rouge et troublée, est venue à la porte de Miss Marple pour lui demander conseil sur l'organisation du prochain bazar de l'église. Miss Marple l'accueillit, lui offrit du thé et après quelques minutes de bavardage apparemment inutile, remarqua avec désinvolture « J'espère qu'ils trouveront l'enveloppe manquante de la fête. » Imaginez, elle aurait pu tomber n'importe où, dans la précipitation, dans la confusion, peut-être même glisser sous un tapis ou entre les planches du parquet. Madame Lumley eut un petit sursaut, presque imperceptible, mais Miss Marple le vit. Bien sûr, a-t-elle poursuivi, ce serait tellement embarrassant pour celui qui le trouverait. Les gens pourraient penser de la mauvaise chose. Les mains de Madame Lumley se posèrent sur sa gorge. « Oui, » dit-elle à bout de souffle, « terriblement embarrassant, trop de peur, trop d'empressement à être d'accord. » Miss Marple savait alors, avec une certitude absolue, que Madame Lumley était la voleuse, et très probablement la meurtrière. Faut aussi Madame Lumley, qui était responsable de la buvette, avait facilement accès aux réserves. Elle avait un mobile, du ressentiment face aux insultes de Frobisher et la possibilité de dénoncer son propre larcin. Elle en eut l'occasion. Elle lui servit elle-même le biscuit empoisonné sous couvert d'hospitalité, et lorsque la peur d'être découverte était devenue trop vive, elle avait volé l'argent de la fête pour rejeter la faute sur Peter Colson. Le bouc émissaire évident. Il s'agissait d'un plan désordonné et désespéré, fondé sur l'espoir que les préjugés du village à l'égard des étrangers protégeraient le véritable criminel. Mais Miss Marple avait vu clair. La véritable confrontation viendrait bientôt, mais pas encore. Premièrement, Miss Marple tendait son piège avec la plus grande douceur, permettant à la mauvaise conscience de se trahir pleinement. Parce qu'à St. Mary Mead, les secrets ne pouvaient pas rester longtemps enfouis, et la culpabilité, comme la crème, montait toujours au sommet. Le lendemain se leva avec un curieux air de tension, presque comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple, cependant, vaquait à sa routine matinale avec la même précision douce que toujours, apparemment sereine. Elle savait que les nerfs de Madame Lumley s'effritaient d'heure en heure. La peur, avait-elle observé à plusieurs reprises, était comme une marmite laissée en ébullition lente.
Elle bouillonnait de manière minuscule et révélatrice avant de finalement déborder. Aujourd'hui, elle avait l'intention de lui donner le moindre coup de pouce nécessaire. Elle a invité Madame Lumley à prendre le thé sous prétexte d'aider à organiser les comptes du bazar de l'église. L'invitation fut acceptée presque trop facilement, signe certain que Madame Lumley voulait se tenir au courant de tout commérage qui pourrait faire allusion à ce que le village savait ou soupçonnait. Miss Marple a tout préparé avec soin. La meilleure porcelaine, un plateau à thé parfaitement équilibré, et au centre de la table l'appât, une petite boîte en fer blanc verrouillée, du genre généralement utilisé pour la petite caisse, placée bien en évidence là où elle ne pouvait être ignorée. Madame Lumley arriva précisément à l'heure, l'air rouge et fragile, son sourire un peu trop serré. Elle eut d'abord une conversation embarrassée, commentant le beau temps, l'état des dahlias, le lent déclin, des bonnes manières chez la jeunesse. Miss Marple écoutait patiemment, tricotant calmement entre le service du thé et les assiettes de sablé. Au bon moment, elle posa sa tasse avec un air désinvolte. « J'espère, dit-elle doucement, que les comptes de la fête pourront être réglés avant que la police n'agisse davantage. Il serait vraiment dommage que de malheureux malentendus ternissent la réputation de la communauté. » Madame Lumley se raidit, ses doigts se resserrant autour de sa tasse de thé. « Vous ne pensez pas, continua Miss Marple d'une voix pensive, que l'enveloppe manquante ait pu être égarée, oubliée quelque part pendant l'agitation ?» Madame Lumley ouvrit la bouche, puis la referma. Ses jointures étaient blanches. « Peut-être, dit Miss Marple avec un léger sourire. Quelqu'un l'a trouvée, mais était trop gêné pour se manifester. C'est compréhensible, vraiment. Les gens peuvent être si prompts à juger. » Le silence s'étira entre eux. Dehors, un moineau gazouillait bruyamment dans le jardin. Finalement, Madame Lumley parla, sa voix anormalement haute. « Penses-tu vraiment, je veux dire, si quelqu'un avait, je l'ai trouvé, si quelqu'un voulait le rendre tranquillement, sans scandale. » Miss Marple hocha gentiment la tête. « Exactement, ma chérie. La discrétion est si importante dans un village comme le nôtre. » Madame Lumley s'affaissa sur sa chaise, un souffle frissonnant sortant de ses lèvres. Pendant un moment, Miss Marple crut pouvoir avouer sur le champ. Mais la fierté et la peur la retenaient. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil significatif à la boîte en fer blanc verrouillée, posée sur la table. Miss Marple remarqua ce regard et cacha sa satisfaction. L'appât avait été remarqué. Il faut maintenant attendre que le piège se déclenche. Elle se leva pour aller chercher une deuxième théière, laissant délibérément Madame Lumley seule, avec la boîte pendant plusieurs minutes. Depuis la cuisine, elle écoutait attentivement. Au début, rien. Puis le moindre bruit, le grincement d'une chaise, le doux bruissement d'un mouvement. Lorsque Miss Marple revint, Madame Lumley était assise très immobile, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Mais ses yeux se tournèrent une fois vers la boîte en fer blanc, puis s'éloignèrent. Le thé fut servi avec une politesse fragile. La conversation de Madame Lumley devint décousue, son rire trop rapide, trop aigu. Elle est partie peu de temps, après revendiquant un engagement préalable. Dès que la porte se referma derrière elle, Miss Marple se dirigea vers la boîte. Elle l'ouvrit et sourit intérieurement. Comme elle s'y attendait, l'enveloppe contenant l'argent de la fête manquant se trouvait désormais parfaitement à l'intérieur, accompagnée d'une note anonyme griffonnée d'une écriture tremblante, trouvée par erreur. « Veuillez pardonner. » Une petite victoire. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas suffisant. Pas encore. Le vol était grave, mais c'était un meurtre qu'il fallait élucider. Pourtant, elle avait désormais fermement entre ses mains la peur de Madame Lumley, et elle avait l'intention de l'utiliser. Le lendemain matin, elle a fait venir l'agent Hobbs à son chalet sous prétexte de réviser les comptes de la fête. Elle s'est assurée que Madame Price Ridley le voyait entrer, et, plus important encore, elle s'est assurée que Madame Lumley passait par là pour ses courses du matin. La rumeur s'est répandue en quelques minutes,
Miss Marple parlait à la police. À midi, le village était en effervescence. Sir Madame Lumley a dû sentir les murs se refermer, car elle est apparue à la porte de Miss Marple cet après-midi-là, essoufflée et les yeux hagards. « Je dois te parler », halta-t-elle, dépassant la servante surprise. Miss Marple, toujours aussi, serait-ce, la conduisit dans le salon et attendit. Dame Lumley se tordit les mains, ses paroles se répandant en torrents. « Je ne voulais pas de mal, vraiment, non. Je voulais seulement lui donner une leçon, lui faire peur, c'est tout. » Miss Marple ne dit rien, laissant la confession se dérouler à son propre rythme. « Il s'est moqué de moi, » murmura Madame Lumley, les larmes coulant sur ses joues. « Il s'est moqué de moi. Il a dit que personne ne croirait une vieille femme idiote comme moi. Après tout le travail que j'ai consacré à la fête, il avait prévu de nous tromper tous. Je voulais seulement l'arrêter, le rendre malade, le faire regretter. Je ne savais pas. Je ne voulais pas dire « Vous avez mis le cyanure dans la crème au citron », dit doucement Miss Marple. Madame Lumley hocha la tête, brisée. « Juste un tout petit peu, juste assez pour le rendre malade. Mais il a mangé plus que je ne le pensais. Et puis, il était mort. » La pièce tomba dans un silence profond et douloureux. Enfin, Miss Marple parla, sa voix toujours douce, mais implacable. « Vous avez falsifié les comptes de la fête par la suite, n'est-ce pas? Vous avez volé l'argent pour faire croire que Peter Colson était coupable. » Madame Lumley poussa un sanglot brisé et se couvrit le visage de ses mains. Miss Marple se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre, regardant les rangées soignées de rosiers. Lorsqu'elle reprit la parole, ses paroles étaient plus tristes que fâchées. « Ce ne sont pas les grands crimes qui nous détruisent, Madame Lumley, a-t-elle déclaré. Ce sont les petites trahisons, les petits mensonges qui grandissent et s'enveniment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour. » Derrière elle, Madame Lumley s'effondrait sur la chaise, sanglotant, impuissante. Miss Marple resta près de la fenêtre, lui laissant du temps. Plus tard, elle convoquerait le gendarme Hobbs et le vicaire, et laisserait l'affaire suivre les voies appropriées et douces de la justice du village. Mais pour l'instant, elle restait simplement là, regardant le paisible village qu'elle aimait, et se demandant, pas pour la première fois, combien d'autres visages souriants cachaient des cœurs sombres sous leurs extérieurs ensoleillés. Parce qu'à St. Mary Mead, le meurtre n'était pas l'œuvre de monstres, c'était l'œuvre de gens ordinaires, poussés trop loin par l'orgueil, la peur, la mesquinerie humaine. Et Miss Marple, patiente et modeste, serait toujours là pour voir la vérité. Toujours. La nouvelle s'est répandue dans St. Mary Mead. Plus vite que les cloches de l'église ne pouvaient sonner pour le service du dimanche, Madame Lumley avait été arrêtée. Mais il ne s'agissait pas d'une scène de drame public ou d'affrontement violent, comme certains l'avaient secrètement souhaité. Au lieu de cela, cela a été géré d'une manière calme et délibérée que seule Miss Marple aurait pu orchestrer. Le lendemain matin, en présence du gendarme Hobbs, du vicaire et de Madame Bantry, à qui l'on avait demandé de servir de témoin, neutre du village, Miss Marple exposa doucement les faits dans le salon du presbytère. Madame Lumley était assise sur le bord d'une chaise à dossier droit, le visage aussi pâle que le col en dentelle de sa robe, ses doigts tordant un mouchoir, humide sur ses genoux. L'agent Hobbs avait l'air profondément mal à l'aise, traînant ses bottes contre le parquet ciré et jetant un regard anxieux à Miss Marple pour obtenir des conseils. Miss Marple, assise en face de Madame Lumley, arborait une expression de gentillesse tranquille, teintée d'une fermeté indubitable. Elle comprenait mieux que quiconque à quel point l'humiliation et la peur pouvaient déformer le cœur d'une personne, et elle n'avait pas l'intention d'en faire un spectacle. Elle commença doucement, racontant la chaîne des événements pour le bénéfice de toutes les personnes présentes. Gerald Frobisher, a déclaré Miss Marple, est venu dans notre village avec le poli d'un londonien et le cœur d'un escroc. Il en a charmé beaucoup et en a trompé davantage. La fête était son opportunité, une opportunité de nous voler tous sous couvert d'aider. Madame Bantry émit un petit bruit indigné, mais ne dit rien. Plusieurs objets de valeur aux enchères.
ont disparu, a poursuivi Miss Marple. L'argent de la tombola a été détourné et les comptes falsifiés. Ces choses, à elles seules, n'auraient peut-être pas conduit à une tragédie, mais M. Frobisher était arrogant. Il s'est moqué de ceux à qui il avait fait du tort et, ce faisant, il a provoqué la colère dans le cœur de personnes par ailleurs honnêtes. Madame Lumley tressaillit, comme si elle avait été frappée. La voix de Miss Marple resta douce. « Vous lui aviez fait confiance pour vos contributions, n'est-ce pas, Madame Lumley? Des heures de travail passées à préparer des confitures, des conserves, des gâteaux, tout cela pour le succès de la fête. Et il a récompensé votre confiance par des insultes. J'ose dire qu'il s'est moqué de vous, peut-être même a menacé de dénoncer certaines irrégularités dont vous craignez qu'elles soient révélées. Les lèvres de Madame Lumley tremblèrent, mais elle ne dit rien. Vous n'aviez aucune intention de tuer, dit doucement Miss Marple. Vous avez altéré un pot de crème de citron, pensant le rendre malade, l'embarrasser publiquement. Mais le cyanure, même en petite quantité, est terriblement impitoyable, surtout quand un homme fier et stupide en met des portions supplémentaires. Sur son biscuit, l'agent Hobbs regarda Madame Lumley avec un mélange de pitié et de consternation, mais Miss Marple n'avait pas fini. Après la mort de M. Frobisher, a-t-elle déclaré, la panique s'est installée. Vous avez réalisé que la disparition des objets vendus aux enchères et l'argent de la fête manquant pouvaient encore vous renvoyer. Vous espériez en piéger un autre, quelqu'un déjà soupçonné. Miss Marple se tourna vers les autres, personne présente dans la pièce, parlant désormais avec une autorité tranquille. Peter Colson, dit-elle, était une cible facile. Jeune, ambitieux, mêlé à des relations d'affaires louches avec Frobisher. Il aurait été assez simple de voler l'enveloppe de la fête et de semer le doute dans l'esprit de tout le monde. Après tout, qui soupçonnerait une femme respectable comme Madame Lumley? Madame Lumley fondit alors en larmes, de grands sanglots déchirants qui ébranlèrent sa petite silhouette. Le vicaire s'avança, posant doucement une main sur son épaule, mais ce fut Miss Marple qui continua de parler, son ton s'adoucissant encore. « Il y a encore de la gentillesse, Madame Lumley. Vous avez rendu l'enveloppe volée. Vous avez essayé à votre manière de réparer le mal que vous aviez causé. » Madame Lumley secoua misérablement la tête. « Il était trop tard, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais voulu qu'il meure. Je voulais seulement qu'il souffre un peu, qu'il sache ce que ça faisait d'être humilié. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Je te crois, mais la croyance n'a pas changé le résultat. Frobisher était mort, et les actions de Madame Lumley, même si elles étaient désespérées ou peu judicieuses, avaient conduit à sa mort. » L'agent. Hobbs s'éclaircit la gorge. « J'ai bien peur de devoir vous mettre en garde à vue, Madame Lumley. Il y aura une enquête et une audience. Mais étant donné le témoignage de Miss Marple, eh bien, cela pourrait aider votre cause que vous ayez avoué. » Madame Lumley se leva en hésitant, se tamponnant les yeux. La pièce était lourde de tristesse, pas d'indignation. Même Madame Bantry, qui aimait les bons scandales autant que quiconque, semblait réservée. Tandis que l'agent Hobbs conduisait Madame Lumley hors du presbytère, Miss Marple se tenait près de la fenêtre, observant le doux balancement des fleurs du jardin. Elle ne ressentait aucun triomphe, aucune satisfaction, seulement une tristesse profonde et douloureuse qu'une telle chose se soit produite ici, dans sa bien-aimée St. Mary Mead. Dehors, le village continuait son chemin. Les enfants se poursuivaient à travers le green. Madame Price Ridley bavardait férocement au magasin du coin. La vie, comme toujours, a avancé. Plus tard dans la soirée, le vicaire et Madame Bantry sont venus au cottage de Miss Marple pour un souper tranquille. Autour d'un thé et d'un gâteau aux graines, ils ont réfléchi à cette étrange et triste affaire. « Je n'aurais jamais cru cela de la part de Madame Lumley, » a déclaré Madame Bantry en secouant la tête. « Elle a toujours semblé si convenable. » Miss Marple sourit faiblement. « Ce sont souvent ceux qui travaillent le plus dur pour paraître convenables qui ont le plus à cacher. » Le curé, polissant ses lunettes, soupira.
Un avertissement pour nous tous, peut-être, pour juger moins hâtivement, pour regarder avec plus de bienveillance ceux que nous pensons connaître. Miss Marple était d'accord. À St. Mary Mead, il était facile de croire que le mal venait de l'extérieur, des étrangers, de l'inconnu. Mais le plus souvent, il poussait tranquillement inaperçu, dans un sol familier. Alors que la nuit tombait sur le village, Miss Marple était assise près de son feu, son tricot sur ses genoux, réfléchissant aux événements. La vérité était apparue, comme toujours. Pas avec une grande révélation, mais grâce à une observation tranquille, de la patience et une compréhension inébranlable de la nature humaine. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les empreintes digitales ou les empreintes de pas qui ont résolu les meurtres à St. Mary Mead. C'était l'âme, sans surveillance, exposée à la peur et à la culpabilité qui trahissait toujours le jeu. Et Miss Marple, douce et souriante, serait toujours là pour le voir. Les semaines qui ont suivi les aveux de Madame Lumley se sont déroulées dans une brume lente, presque paisible. St. Mary Mead, bien qu'à jamais touché par la noirceur du meurtre de Frobisher, reprit progressivement ses rythmes familiers. Le scandale était devenu un autre chapitre de la longue histoire de secrets chuchotés du village. Un chapitre qui ne serait finalement discuté qu'à la lueur du feu des générations futures. Mais pour l'instant, les bavardages s'étaient transformés en un murmure sourd, le choc initial se transformant en ragot sourd. La femme du vicaire reprit ses fonctions avec un air de convenance renouvelé. Madame Price Ridley, autrefois la voix la plus forte dans le jugement du village, s'occupait des préparatifs du bazar de l'église. Même les enfants, brièvement plongés dans un silence étrange et anxieux, semblaient avoir oublié la gravité de l'affaire. Au fil des saisons, St. Mary Mead a repris son doux pouls. La cloche de l'église sonnait le dimanche. Les roses fleurissaient dans les jardins. Les ragots, comme toujours, tourbillonnaient tranquillement derrière les rideaux de dentelle, devenant fades avec l'âge. Miss Marple, comme toujours, a tout pris en compte avec son calme observateur habituel. Elle traversait lentement le village, prenant le temps de parler aux habitants, d'écouter leur vie. Elle n'a pas hésité à jeter un coup d'œil occasionnel ou à adopter un ton discret lorsque le meurtre était évoqué, mais elle en parlait peu elle-même. Après tout, les villageois n'avaient besoin que de sa présence pour leur rappeler que certaines vérités ne pouvaient jamais être cachées, aussi profondément qu'elles soient enfouies. Un après-midi, alors qu'elle était dans le jardin, à s'occuper de ses roses, Miss Marple fut rejointe par Madame Bantry, venue pour sa visite habituelle. « J'espère que vous ne vous sentez pas trop désolée pour Madame Lumley, Jane, » dit Madame Bantry, après un long silence, regardant son amie s'agenouiller près des fleurs. « Vous avez été terriblement gentil, bien sûr, mais la pauvre femme a eu ce qu'elle méritait. » Miss Marple s'arrêta dans sa tâche, regardant son amie avec un doux sourire. « Ce n'est pas la sympathie qui remplit mon cœur, chère dame, c'est la tristesse, pour ce qui aurait pu être évité et pour la douleur qu'elle s'est infligée en essayant de cacher ses peurs. Mais je pense que nous pouvons tous les deux convenir que justice a été rendue. » Madame Bantry soupira, en regardant vers la place du village où un groupe d'enfants riait et se poursuivait au soleil. « Oui, oui, justice a été rendue. » Elle hésita avant de continuer, sa voix s'adoucissant. « Mais tu ne peux pas le nier, Jane, ça te fait réfléchir. Combien d'autres vivent comme ça, cacher des choses, porter des fardeaux qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, partager avec quelqu'un d'autre. » Miss Marple se leva lentement et épousseta ses mains. « Je pense qu'il est prudent de dire que nous avons tous nos secrets, n'est-ce pas? Certains d'entre eux, heureusement, sont petits, et d'autres, eh bien, nous les portons jusqu'à ce qu'ils deviennent trop lourds à porter. » Madame Bantry hocha la tête pensivement, ses yeux suivant un papillon qui passait. « Vous savez, » dit-elle, doucement. « J'y pense depuis que vous avez résolu l'affaire. Je suppose que nous jugeons tous les gens sans réfléchir. Madame Lumley, elle a toujours été si convenable, si prudente, que j'ai pensé qu'elle était irréprochable.
Mais les choses que nous cachons peuvent nous ronger, n'est-ce pas? Peu importe comment nous essayons de les protéger. Miss Marple sourit à son ami. La vérité, ma chère, finit toujours par remonter à la surface, peu importe à quelle profondeur elle est enfouie. Ce n'est qu'une question de temps. Au fil des jours, Miss Marple se retrouvait à réfléchir de plus en plus à ce qui s'était passé. Le village a été ébranlé par le meurtre, mais il n'a pas été déchiré. Il n'y a pas eu de grands bouleversements émotionnels, pas d'explosion de violence. Au lieu de cela, la ville avait brièvement pleuré, puis elle était partie, ramassant les morceaux de sa vie quotidienne, avec une résilience tranquille. C'était, à sa manière, un témoignage de la force de la nature humaine, la capacité du bien et de la faiblesse, de la lumière et de l'obscurité à coexister au sein d'un même peuple, souvent dans un équilibre tacite. Miss Marple n'était pas assez naïve pour croire que tout allait bien. Elle savait que les graines de l'égoïsme, de la peur et de l'envie étaient plantées dans chaque cœur. Mais elle savait aussi que l'âme humaine, même accablée par la culpabilité, avait une volonté indéniable de trouver la paix. C'est cette acceptation sereine de la complexité de la vie, de ses peines et de ses joies, qui a finalement rendu les gens plus forts. Le meurtre de Gerald Frobisher, réalisa Miss Marple, n'était pas l'histoire de la disgrâce d'une seule personne. C'était l'histoire de la façon dont la tromperie d'une personne avait défait le tissu serré d'un village, révélant les défauts cachés, les peurs et les faiblesses de tous ceux qui l'avaient connu. Et pourtant, malgré le chaos, malgré les trahisons et les mensonges, le village avait continué, guérissant à sa manière. Elle repensa aux aveux de Madame Lumley, à la façon dont la femme s'était effondrée devant elle. Personne ne l'avait obligée à dire la vérité. Ce n'était ni la police ni les villageois qui l'avaient rebrisée. C'était le poids de sa propre conscience. La peur l'avait poussée au meurtre, mais c'est la vérité qui l'avait finalement libérée. Le petit et simple acte de confession avait soulagé le fardeau de ses épaules, même s'il était arrivé trop tard. Miss Marple jeta un coup d'œil à sa montre, remarquant que l'après-midi se faisait tard. Elle jeta un dernier coup d'œil aux roses, dont les pétales étaient doux et parfumés dans l'air de la fin de l'été, et se tourna vers la maison. L'intérieur, le feu crépitait doucement dans l'âtre, et la pièce était baignée par la chaude lueur du soleil couchant. Miss Marple s'assit près de la fenêtre et s'accorda un moment de réflexion tranquille. Elle avait résolu une autre affaire, un autre mystère de la nature humaine. Et même si cette résolution avait été accompagnée de tristesse, elle avait également apporté un sentiment de paix. Non pas pour les coupables, peut-être, mais pour ceux qui resteraient sur place, vivant en sachant que même les secrets les plus sombres pouvaient être révélés au grand jour. Alors que le jour tombait en soirée, Miss Marple ferma les yeux un instant, écoutant les bruits du village à l'extérieur, le murmure lointain des conversations, les rires des enfants qui jouaient, le bruissement des feuilles dans le vent. Le monde aurait toujours ses secrets, ses trahisons, ses coups du sort. Mais pour Miss Marple, la beauté de la vie résidait dans sa continuation tranquille, dans la façon dont les gens, malgré leurs défauts, pouvaient retrouver le chemin de la paix. Et ainsi, elle continuerait à regarder, à écouter et à attendre. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agissait jamais du crime lui-même, mais de ce que les gens ont fait après. Et Miss Marple, toujours patiente, serait toujours là pour en être témoin. Toujours. Le village de St. Mary Mead a lentement repris ses rythmes, sa vie marquée par le temps qui passe plutôt que par les ombres du passé. Le meurtre de Gerald Frobisher avait un instant ébranlé la paix de ce coin tranquille d'Angleterre. Mais la vie, comme toujours, a retrouvé son chemin vers la normale. Miss Marple, après avoir mis la vérité en lumière avec son calme et sa sagesse habituelle, est restée comme elle l'a toujours fait, une observatrice subtile, sans prétention, mais toujours à l'écoute, toujours à l'écoute. C'était sa nature de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir,
de comprendre ce qui n'était pas dit et de révéler les vérités que d'autres pourraient choisir d'ignorer. Au fil des semaines, le village commençait à parler moins fréquemment des événements. Madame Lumley, après ses aveux, a été placée en garde à vue, son procès était attendu. Le village, bien qu'attristé par le besoin de justice, s'est retrouvé à avancer le cœur lourd, mais avec une idée claire de ce qui s'était passé. St. Mary Mead ne serait plus jamais tout à fait la même, mais la résilience tranquille de ses habitants demeurerait intacte. Pour Miss Marple, cependant, l'affaire était terminée. Elle avait toujours cru que les mystères les plus puissants étaient ceux qui révélaient quelque chose sur la nature humaine. En fin de compte, le meurtre de Gerald Frobisher ne concernait pas le crime en lui-même, mais la manière modeste et fragile dont les gens sont poussés à agir. Il s'agissait des choix que les gens faisaient face au désespoir, à la peur et à la colère, et de la manière dont ces choix pouvaient bouleverser des vies et des communautés. Et alors qu'elle était assise dans son fauteuil préféré, tricotant avec une expression calme sur le visage, Miss Marple s'accordait un rare moment de réflexion. Elle avait résolu un autre mystère, une autre énigme de la fragilité humaine, et la vérité avait été révélée. Le meurtrier avait avoué l'argent manquant avait été rendu, et le village pouvait désormais se rétablir, même si lentement. Mais il y avait toujours plus. Miss Marple le savait, car dans chaque village, dans chaque ville, il y avait des histoires à découvrir, des secrets à découvrir. Certains étaient plus sombres que d'autres, certains pourraient ne jamais être révélés, mais d'autres le seraient. Alors qu'elle regardait par la fenêtre la verdure du village, Miss Marple s'autorisa un petit sourire satisfait. Il ne s'agissait pas de la gloire d'avoir résolu l'affaire, mais de la compréhension, de la tranquille satisfaction de connaître la vérité et de l'espoir que, à sa manière, elle avait aidé le village à retrouver la paix. Le monde continuerait, avec tous ses mystères et ses recoins cachés. Mais Miss Marple se contentait d'attendre, parce qu'elle savait avec une certitude absolue que la vérité finissait toujours par se révéler, et quand ce serait le cas, elle serait là toujours.